À Paris, le pont de l'Alma est connu pour ses vues pittoresques sur la Seine et la Tour Eiffel. Mais peu de gens connaissent la légende sombre qui entoure ce pont la nuit. Il y a des années, une jeune femme nommée Élodie vivait à Paris. Elle était belle, avec des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux verts perçants. Un soir d'hiver, alors qu'elle traversait le pont de l'Alma, elle fut victime d'un accident tragique. Depuis ce jour, on raconte que son esprit hante le pont, cherchant à se venger de ceux qui l'ont laissé mourir. Les habitants de Paris évitent de traverser le pont après minuit. Ceux qui l'ont fait racontent des histoires terrifiantes. Ils disent avoir vu une silhouette blanche, flottant au-dessus de l'eau, ses yeux verts brillant dans l'obscurité. Elle murmure des mots incompréhensibles, et ceux qui l'entendent sont pris d'une peur paralysante. Un soir, un jeune homme nommé Julien, sceptique des légendes urbaines, décida de traverser le pont après minuit. Il marchait lentement, écoutant le bruit de ses pas résonner sur les pavés. Soudain, il sentit un froid glacial l'envahir. Il leva les yeux et vit la Dame Blanche, flottant devant lui. Ses yeux verts le fixaient intensément. Julien tenta de reculer, mais ses jambes refusaient de bouger. La Dame Blanche s'approcha de lui, ses murmures devenant plus forts. Il sentit une main glacée se poser sur son épaule, et une douleur intense traversa son corps. Il s'effondra sur le pont, incapable de bouger ou de crier. Le lendemain matin, les passants trouvèrent Julien inconscient sur le pont. Il fut transporté à l'hôpital, mais il ne se réveilla jamais. Les médecins ne purent expliquer ce qui lui était arrivé. Depuis ce jour, la légende de la Dame Blanche du pont de l'Alma continue de hanter les esprits des Parisiens. Dans ce qui semble être un parc, Francis est assis sur un banc avec un homme plus âgé. Il se plaint que les esprits l'ont éloigné de sa famille et de sa maison. Lorsqu'une femme hébétée passe devant eux, Francis explique qu'elle est sa fiancée, Jane, et qu'ils ont subi une grande épreuve. La majeure partie du reste de l'histoire est un flashback de l'histoire de Francis, qui se déroule à Ostenval, un village ombragé aux bâtiments tordus et aux rues en spirale. Francis et son ami Alan, qui se disputent gentiment l'affection de Jane, prévoient de visiter la foire du village. Pendant ce temps, un homme mystérieux, le docteur Caligari, demande au désagréable secrétaire de mairie un permis pour présenter un spectacle à la foire, qui met en scène Césarée, somnambule. Le greffier se moque de Caligari et le réprimande, mais finit par délivrer le permis. Cette nuit-là, le greffier est poignardé à mort dans son lit. Le lendemain matin, Francis et Alan visitent l'attraction de Caligari, où celui-ci ouvre une boîte ressemblant à un cercueil pour révéler Césarée endormi. Sur l'ordre de Caligari, Césarée se réveille et répond aux questions du public. Malgré les protestations de Francis, Alan demande « Combien de temps vais-je vivre ?» À l'horreur d'Alan, Césarée répond « Le temps est court. Tu mourras à l'aube. » Plus tard dans la nuit, une silhouette s'introduit dans la maison d'Alan et le poignarde à mort dans son lit. Francis, accablé de douleur, enquête sur le meurtre d'Alan avec l'aide de Jane et de son père, le docteur Olsen, qui obtient de la police l'autorisation d'enquêter sur le somnambule. Cette nuit-là, la police appréhende un criminel en possession d'un couteau surpris en train de tenter d'assassiner une femme âgée. Interrogé par Francis et le docteur Olsen, le criminel avoue avoir tenté de tuer la vieille dame, mais nie toute implication dans les 2 décès précédents. Il ne faisait que profiter de la situation pour détourner la responsabilité de lui-même. La nuit, Francis espionne Caligari et observe ce qui semble être Césarée en train de dormir dans sa boîte. Cependant, le véritable Césarée se faufile dans la maison de Jane pendant qu'elle dort. Il lève un couteau pour la poignarder, mais au lieu de cela, il l'enlève après une lutte, la traînant par la fenêtre dans la rue. Poursuivi par une foule en colère, Césarée finit par lâcher Jane et s'enfuit, il s'effondre et meurt. Francis confirme que le criminel qui a avoué le meurtre de la vieille dame est toujours enfermé et ne peut pas être l'agresseur de Jane. Francis et la police enquêtent sur l'attraction de Caligari et découvrent que le Césarée qui dort dans la boîte n'est qu'un mannequin. Caligari s'échappe dans la confusion. Francis le suit et voit Caligari entrer dans un asile d'aliénés.
Après une enquête plus approfondie, Francis est choqué d'apprendre que Caligari est le directeur de l'asile. Avec l'aide du personnel de l'asile, Francis étudie les dossiers et le journal intime du directeur pendant que ce dernier dort. Les écrits révèlent son obsession pour l'histoire d'un mystique du XVIIIe siècle nommé Caligari, qui utilisait un somnambule nommé Césarée pour commettre des meurtres dans les villes du nord de l'Italie. Le directeur, cherchant à comprendre le Caligari d'avant, expérimente sur un somnambule admis à l'asile, qui devient son Césarée. Le directeur de l'asile s'écrie « Je dois devenir Caligari ». Francis et les médecins appellent la police dans le bureau de Caligari, où ils lui montrent le cadavre de Césarée. Caligari attaque alors un membre du personnel. Il est maîtrisé, attaché dans une camisole de force, et devient un détenu dans son propre asile. Le récit revient au présent, Francis termine son histoire. Dans un retournement final, Francis est dépeint comme un détenu de l'asile. Jane et Césarée sont également des patients. Jane croit qu'elle est une reine, tandis que Césarée n'est pas un somnambule mais est éveillé, tranquille et sans danger apparent. L'homme que Francis appelle Dr Caligari est le directeur de l'asile. Francis l'attaque et est attaché avec une camisole de force, puis placé dans la même cellule où Caligari était enfermé dans l'histoire de Francis. Le directeur de l'asile annonce que, maintenant qu'il comprend le délire de Francis, il est sûr de pouvoir le guérir. Dans un petit village reculé de l'Europe de l'Est, une légende ancienne parlait d'une créature de terre et d'argile, créée pour protéger les habitants en temps de danger. Cette créature, connue sous le nom de Golem, était censée être inoffensive tant qu'elle était sous le contrôle de son créateur. Mais un jour, tout changea. Un jeune homme nommé Elias, curieux et avide de connaissances, découvrit un vieux grimoire dans la bibliothèque abandonnée du village. Le grimoire contenait des instructions détaillées pour créer un golem. Fasciné par la légende, Elias décida de tenter l'expérience. Il passa des jours et des nuits à rassembler les matériaux nécessaires et à suivre les instructions du grimoire à la lettre. Lorsque la créature prit enfin vie, Elias fut à la fois émerveillé et terrifié. Le golem était immense, avec des yeux vides et une force surhumaine. Au début, il obéissait docilement aux ordres d'Elias, accomplissant des tâches simples autour du village. Mais au fil du temps, quelque chose changea. Le golem commença à développer une volonté propre, devenant de plus en plus imprévisible et dangereux. Une nuit, alors qu'une tempête faisait rage, le golem échappa au contrôle d'Elias et sema la terreur dans le village. Les habitants, pris de panique, se barricadèrent chez eux, mais rien ne semblait pouvoir arrêter la créature. Elias, rongé par la culpabilité, savait qu'il devait trouver un moyen de détruire le monstre qu'il avait créé. Avec l'aide de quelques villageois courageux, Elias retourna à la bibliothèque pour chercher une solution dans le grimoire. Ils découvrirent qu'il existait un rituel pour désactiver le golem, mais il nécessitait un sacrifice. Elias, déterminé à réparer son erreur, se porta volontaire. Le rituel fut accompli, et le golem s'effondra en un tas d'argile inerte. Dans un petit village reculé de Madagascar, les habitants racontaient souvent l'histoire de la charrette fantôme. Chaque nuit de pleine lune, une vieille charrette en bois, tirée par des chevaux squelettiques, apparaissait sur le chemin de terre menant au cimetière. Les villageois disaient que cette charrette appartenait autrefois à un fermier nommé Rakoto, connu pour sa cruauté. Il exploitait ses chevaux jusqu'à la mort et ne montrait aucune pitié envers ses voisins. Un soir, après une dispute violente avec un villageois, Rakoto disparut mystérieusement, et sa charrette fut retrouvée abandonnée près du cimetière. Depuis ce jour, à chaque pleine lune, la charrette réapparaissait, avançant lentement et émettant des grincements sinistres. Les chevaux, réduits à des os, semblaient animés par une force surnaturelle. Les villageois qui osaient s'approcher de la charrette entendaient des murmures effrayants et ressentaient un froid glacial. Un soir, un jeune homme du village, curieux et courageux, décida de suivre la charrette. Il la suivit jusqu'au cimetière, où elle s'arrêta devant une tombe fraîchement creusée. Le jeune homme s'approcha et lut l'épitaphe « Ici repose Rakoto, maudit pour l'éternité ». Soudain, la charrette disparut dans un nuage de fumée,
et le jeune homme sentit une main glacée se poser sur son épaule. Il se retourna, mais il n'y avait personne. Depuis ce jour, il ne parla plus jamais de ce qu'il avait vu, et les villageois continuèrent à éviter le chemin de la charrette fantôme. Dans un petit village niché au cœur des montagnes, une légende terrifiante circulait depuis des générations. On racontait qu'une sorcière maléfique, nommée Morgana, hantait les bois environnants. Les anciens du village se souvenaient encore des récits de leurs grands-parents, qui parlaient de disparitions mystérieuses et de cris effrayants résonnant dans la nuit. Un soir d'automne, alors que les feuilles mortes tapissaient le sol et que le vent hurlait à travers les arbres, un groupe de jeunes décida de braver la légende. Ils étaient 5, tous avides de sensations fortes et désireux de prouver que les histoires de sorcières n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Ils pénétrèrent dans la forêt. Plus ils s'enfonçaient, plus l'obscurité devenait oppressante. Les arbres semblaient se refermer sur eux, et chaque craquement de branches faisait bondir leur cœur. Soudain, un cri perçant déchira le silence. C'était l'un des leurs, disparu sans laisser de traces. La panique s'empara du groupe. Ils se mirent à courir, mais la forêt semblait les piéger, les guidant toujours plus profondément dans ses entrailles. Bientôt, ils aperçurent une vieille cabane en ruine, éclairée par une lueur étrange. Tremblants, ils s'approchèrent et poussèrent la porte grinçante. À l'intérieur, une silhouette encapuchonnée les attendait. Ses yeux brillaient d'une lueur maléfique, et un sourire cruel se dessinait sur ses lèvres. C'était Morgana, la sorcière. Elle murmura des incantations dans une langue oubliée, et les jeunes sentirent une force invisible les immobiliser. Dans un petit village isolé au cœur de la Bourgogne, une légende terrifiante circulait depuis des siècles. On racontait qu'un vampire rôdait dans les bois environnants, assoiffé de sang et de vengeance. Les villageois vivaient dans la peur constante, verrouillant leurs portes et fenêtres chaque nuit, espérant échapper à la créature de la nuit. Un soir, alors que la lune était pleine et que les ombres dansaient sinistrement, une jeune femme nommée Élodie décida de découvrir la vérité. Armée d'une lampe à huile et d'un crucifix, elle s'aventura dans la forêt sombre et silencieuse. Les branches craquaient sous ses pas, et le vent sifflait à travers les arbres, créant une mélodie inquiétante. Soudain, un cri perçant déchira la nuit. Élodie se figea, son cœur battant la chamade. Devant elle, une silhouette sombre émergea des ténèbres. C'était le vampire, ses yeux rouges brillant d'une lueur maléfique. Il s'approcha lentement, ses crocs scintillant à la lumière de la lune. Élodie, tremblante, leva son crucifix en direction de la créature. Le vampire s'arrêta, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. « Tu penses vraiment que cela peut m'arrêter ?» murmura-t-il d'une voix glaciale. Élodie sentit une vague de désespoir l'envahir, mais elle ne recula pas. « Je ne suis pas venue ici pour fuir, répondit-elle avec détermination. Je suis venue pour mettre fin à cette terreur une fois pour toutes. » Le vampire éclata de rire, un son qui résonna dans la forêt comme un écho sinistre. « Alors, viens, petite humaine. Montre-moi ce dont tu es capable. » Élodie prit une profonde inspiration et s'avança vers le vampire, son crucifix toujours levé. Elle savait qu'elle devait trouver un moyen de le vaincre, mais elle ignorait comment. Le vampire la regardait avec amusement, ses yeux rouges brillant dans l'obscurité. « Tu es courageuse, je te l'accorde, dit-il en s'approchant. Mais le courage ne te sauvera pas. » Élodie se souvint alors des histoires que sa grand-mère lui racontait. Elle se rappela que les vampires craignaient l'eau bénite. Elle fouilla dans sa poche et en sortit une petite fiole qu'elle avait emportée avec elle. Sans hésiter, elle lança l'eau bénite sur le vampire. Le vampire poussa un cri de douleur, sa peau brûlant là où l'eau bénite l'avait touché. Il recula, ses yeux remplis de rage. « Tu vas le payer cher, humaine, hurla-t-il. Mais Élodie ne s'arrêta pas là. Elle se précipita vers le vampire et planta le crucifix dans son cœur. Le vampire poussa un dernier cri avant de s'effondrer sur le sol, son corps se désintégrant en poussière. Épuisée mais victorieuse, Élodie retourna au village. Les villageois l'accueillirent en héros, reconnaissant d'être enfin libérés de la terreur du vampire.
La légende du vampire disparut peu à peu, remplacée par celle d'Élodie, la jeune femme courageuse qui avait sauvé le village.